Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les pays africains célèbrent aujourd'hui, 18 novembre, la journée africaine de la statistique. Elle vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social de l'Afrique. Pour l'édition 2014, le thème retenu est des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation. Voici le message du gouvernement livré à cette occasion. C'est un reportage de Sidonie Davila. La journée africaine de la statistique qui est célébrée cette année offre l'occasion de promouvoir une utilisation systématique et à plus grande échelle des statistiques en vue de la prise de décision basée sur des faits. Afin de renouer avec la tradition de la planification du développement, le thème retenu pour cette année est « Des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation ». Il revêt une importance particulière pour la Côte d'Ivoire puisque s'inscrivant dans la vision du gouvernement. Cette commémoration, instituée en 1990, vise à sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans le développement économique et social de l'Afrique. La loi statistique adoptée le 30 juillet 2013 dispose en son article 5 que les administrations du système statistique national doivent établir les statistiques officielles et assurer leur diffusion en vue de rendre effectif le droit d'accès de tous à l'information statistique à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les données en accès libre favorisent une participation inclusive et une meilleure information, en aidant les citoyens à mieux apprécier les décisions des gouvernants et à accroître leur responsabilisation. En cette commémoration, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakus-Mabry, exhorte donc l'ensemble du système statistique national à favoriser le droit d'accès à l'information pour tous, et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires appropriées. La production et la diffusion des statistiques doivent se faire dans le cadre de la loi statistique, de la charte africaine de la statistique et en toute confidentialité. Le libre accès à l'information statistique contribuera à préparer notre pays à l'émergence en 2020. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement de 110 500 000 francs CFA. C'est un don de l'organisation internationale Working for Food basée en Italie. Cet argent va permettre de mettre en œuvre 2 projets dans le secteur de la santé. Il s'agit de la création d'un laboratoire d'analyse médicale à Abidjan et l'équipement d'un autre laboratoire dans la commune d'Aféry. Gabriel Zani. Une mission bien fructueuse pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakus, au lancement des activités de Working for Food, un groupe d'investisseurs appuyant le développement communautaire. L'organisation a accepté de financer la création d'un laboratoire d'analyse à Abidjan et l'équipement d'un autre à Aféry. Pour le patron du groupe, la Côte d'Ivoire montre de bons signes de croissance qui encouragent les investisseurs. Après l'intervention du ministre, il faut dire qu'il nous donné une grande sécurité et donc ça veut dire que prochainement on va venir en Côte d'Ivoire à faire des investissements. Les 2 laboratoires seront financés à hauteur de 110 500 000 francs CFA. Le ministre se félicite de cette mission de lobbying en Italie. C'est sous l'impulsion de Janine Tagliente Saracino, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, que ces rencontres ont été possibles. Les investisseurs italiens et canadiens du groupe Working for Food étaient déjà à Abidjan en mai dernier à la recherche d'opportunités d'investissement. D'autres projets de développement sont sur la table des négociations entre le ministère du Plan et du Développement et le groupe. Les festivités de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme se sont déroulées récemment à Fresco, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'était l'occasion de rappeler les efforts fournis par le pays pour éradiquer la maladie. Thérèse Tapeyeboui. Unis, nous vaincrons le paludisme. C'est le thème de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui a aujourd'hui un taux de mortalité d'environ 80% en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Fresco, région du Boclé, qui a abrité la cérémonie officielle. Les grandes victimes sont surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.
L'UNICEF et l'OMS sont des organismes qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. Leurs représentants ont souligné leur engagement à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes pour l'éradication de cette maladie. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour tous les partenaires de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludisme. Le professeur Boyapo a représenté le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette cérémonie. Le poids du paludisme est très important dans notre vie de tous les jours. Quand on va dans nos hôpitaux, nos centres de santé, tous ceux qui viennent en consultation, sur 100, il y a au moins 42 qui sont atteints par le paludisme. Selon le représentant du ministère de la Santé, le paludisme peut être éliminé en Côte d'Ivoire, à condition que l'environnement soit assaini et que les populations se protègent contre le moustique. Il n'y aura plus de débrayage dans les établissements privés. La coordination des associations des écoles privées de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève prévu aujourd'hui. On écoute la déclaration faite par ses membres par la voix de leur porte-parole. Les propos ont été recueillis par Éric Goury. Suite aux différentes séances de négociation avec les autorités gouvernementales, notamment Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Madame le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Monsieur le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, prenant acte des propositions concrètes faites par les autorités gouvernementales susvisées, à savoir, premièrement, l'engagement à atteindre l'équilibre budgétaire sur les différentes composantes du budget des écoles privées durant l'exercice 2015. Deuxièmement, la mise sur pied d'un comité ad hoc, présidé par Monsieur le Premier ministre, qui fera des propositions au gouvernement sur la résolution définitive des problèmes des GAP. Troisièmement, l'adoption d'un chronogramme consensuel d'appurement des mandats de l'année scolaire 2013-2014, opération qui devra prendre fin le 31 mars 2015 au plus tard. Le bureau de la coordination décide de la suspension de son mot d'ordre de fermeture des écoles privées qui était prévu pour le mardi 18 novembre 2014. Cette suspension procède de la volonté de la coordination de donner le temps aux autorités de traduire les différents engagements dans les faits. Par conséquent, le président de la coordination invite tous les directeurs diocésains et tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à ouvrir les portes de leurs écoles aux élèves le mardi 18 novembre à 7h30. Hors de nos frontières, remous sociaux au Niger, il y a eu récemment des affrontements entre la police nationale et la police municipale et ces échauffourées font couler beaucoup d'encre dans ce pays. Pour les habitants de Niamey, le conflit ouvert entre la police nationale et la police municipale de la capitale est qualifié ce lundi d'inédit. Le conflit a éclaté la semaine dernière quand le maire central de la ville a demandé aux éléments de la police nationale d'occuper des postes désertés par des agents de la police municipale en grève. Il s'en est alors suivi un accrochage entre les deux corps. Un accrochage au cours duquel des tirs à balles réelles auraient été effectués. Les affrontements entre la police nationale et les agents de la police municipale ont fait plusieurs blessés. Plusieurs dizaines de policiers municipaux ont été arrêtés et transférés à la prison centrale de Niamey. Ils ont été présentés ce lundi devant le parquet. Les autorités nigériennes appellent à la fin du conflit. Sur les 234 policiers municipaux que compte la ville de Niamey, 204 avaient observé une grève mardi et mercredi dernier pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tous les grévistes ont été licenciés par la mairie. Ce lundi, des négociations sont menées à huis clos au ministère de l'Intérieur entre les autorités municipales et la Confédération démocratique des travailleurs du Niger
la centrale à laquelle sont affiliés les grévistes. L'actualité en bref sur le continent, notre première destination est la Zambie où il est question de l'élection présidentielle. Prêt à revenir. Rupia Banda, l'ancien chef d'État zambien, a annoncé qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle, celle qui doit désigner le successeur de Michel Sata, le président décédé en octobre dernier. Michel Sata qui avait justement battu Banda en 2011. Mais la direction du MMD, le parti de Banda, ne l'entend pas forcément de cette oreille. Elle affirme que rien n'a été décidé. Le scrutin présidentiel doit avoir lieu au plus tard, le 26 janvier prochain. 440 personnes sous surveillance sanitaire au Mali. Elles sont liées de près ou de loin aux 4 cas d'Ebola enregistrés la semaine dernière à Bamako. 4 cas dont 3 décès. Ils avaient été en contact avec un imam guinéen hospitalisé dans cette clinique privée et décédé d'Ebola. La clinique a tardé à donner l'alerte. Normalement, cette personne n'aurait jamais dû quitter la Guinée pour venir se faire soigner au Mali. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau de la frontière. De plus, dans ce contexte d'épidémie, je ne peux pas comprendre qu'un médecin reçoive un patient de Guinée avec une insuffisance rénale et de la fièvre sans penser à Ebola. Et c'est parti pour le 6e tour du Rwanda. Il a débuté par un prologue de 3,5 km à Kigali. C'est le Rwandais Jean Biadi, le vainqueur de l'an dernier, qui a remporté l'épreuve, suivi de 3 compatriotes. 13 équipes sont engagées, la plupart est-africaines, mais on retrouve aussi 3 équipes européennes. Les migrants haïtiens ont une nouvelle destination. Il s'agit du Brésil, précisément Sao Paulo. Ils voient en cette ville un nouvel Eldorado. Ils sont des centaines chaque jour à poser leurs valises ici, à Sao Paulo, nouvel Eldorado économique des migrants, parmi lesquels, depuis peu, de nombreux Haïtiens. Depuis le tremblement de terre en 2010, 40 000 Haïtiens ont pris le risque de fuir leur pays avec l'espoir de recommencer une nouvelle vie. Vous êtes passé par quel pays pour venir ici? De Saint-Domingue à Colombie, de Colombie à Équateur. Équateur, Pérou, jusqu'ici. Face à cette migration, le Brésil, qui connaît une situation de plein emploi, a décidé de leur offrir une terre d'accueil avec des papiers. Différentes structures comme cette paroisse servent aussi d'intermédiaires entre nouveaux arrivants et employeurs. On les aide et ils nous aident. C'est du gagnant-gagnant. Personne ne les embauche par pitié ou quoi que ce soit. On en a vraiment besoin. De petit job en petit job, depuis son arrivée il y a 5 mois, Jemima vit toujours dans la rue. Elle vient peut-être enfin de trouver un vrai métier, un poste de femme de chambre qui changera enfin sa vie. Ça commence à changer parce que maintenant j'ai l'espoir. D'accord. Vous avez un rendez-vous, c'est ça? Oui, demain matin. Ponctué de rejet ou d'enthousiasme, intéressé pour une main-d'œuvre bon marché, ainsi s'écrit l'histoire de la migration haïtienne qui ne se tarit pas depuis l'ère des Duvalier. L'avenir dira quel seuil s'est fixé le gouvernement brésilien, confronté aujourd'hui au défi de sa réussite économique. Faisons à présent le tour de l'actualité en bref dans le monde. On commence par le Pakistan. L'offensive de l'armée pakistanaise contre les talibans à la frontière afghane, selon le général Zafarullah Khan qui dirige les opérations, 1200 combattants islamistes ont été tués depuis juin dans le Waziristan du Nord où les combats se poursuivent. 230 suspects ont par ailleurs été arrêtés, 132 tonnes d'explosifs ainsi que de grandes quantités d'armes et de munitions ont été saisies. La zone tribale est en proie depuis 2004 à une violente insurrection anti-gouvernementale menée par les talibans du TTP, principal groupe rebelle islamiste du pays. Inquiétude en Europe après la découverte dimanche aux Pays-Bas d'un cas de grippe aviaire issu d'une souche hautement pathogène du virus. Les autorités néerlandaises ont aussitôt décrété une interdiction temporaire du transport de volailles et ordonné la destruction des 150 000 poulets de l'exploitation. La variante détectée est la H5N8. La contamination peut se faire de l'animal vers l'homme. Jusque-là cantonnée à l'Asie, cette variante de la grippe aviaire avait été détectée pour la première fois en Europe début novembre en Allemagne.
L'évacuation des débris de l'avion de la Malaysia Airlines abattu il y a 4 mois par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine a enfin pu commencer. Dimanche, près du village de Grabové, les premiers tronçons ont été découpés puis chargés sur des camions. Des fragments du Boeing doivent être envoyés aux Pays-Bas, le pays chargé d'enquêter sur les causes d'un drame dont il a payé le plus lourd tribut. Enchère record pour un couvre-chef impérial. L'un des 19 bicornes authentifiés de Napoléon a été adjugé dimanche à plus d'1 800 000 € lors d'une vente à Fontainebleau près de Paris. C'est un industriel sud-coréen représenté par l'un de ses employés qui s'est porté acquéreur. En 15 ans de règne, Napoléon a usé quelques 120 chapeaux, presque tous fabriqués par la maison parisienne Poupard. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi et très bon début de journée à tous et à toutes.